dans l'Égypte ancienne, au milieu des temples majestueux et des statues imposantes. Un système judiciaire rigoureux fonctionnait avec une rigueur inébranlable, en particulier en ce qui concerne les violations présumées des attentes sociétales par les femmes. Parmi les diverses infractions, peu suscitaient des répercussions aussi sévères que l'adultère. Cet acte était perçu non seulement comme une trahison de la confiance, mais aussi comme une menace significative pour l'héritage familial et la stabilité des dynasties. Au sein des couches supérieures de la société, notamment parmi la noblesse et les prêtres, la vertu d'une femme reflétait directement l'honneur et la légitimité de son mari. Par conséquent, même des accusations non fondées pouvaient entraîner des conséquences graves et permanentes. La flagellation publique, souvent pratiquée dans des lieux emblématiques comme les marchés ou les precincts des temples, ne servait pas seulement de forme de punition, mais aussi de spectacle public visant à infliger humiliation et déshonneur. Le papyrus Wilbour, un registre foncier de la fin du Nouvel Empire, indique un cadre juridique strict dans lequel les femmes avaient rarement un statut égal devant la loi. Les documents juridiques de cette période révèlent que, bien que les femmes puissent posséder des biens et se défendre elles-mêmes devant les tribunaux, elles faisaient face à de sévères conséquences pour adultère, en particulier si elles étaient accusées par un mari ou un tuteur masculin. Un exemple notable du règne de Ramsès III concerne la conspiration du harem, une intrigue politique qui met également en lumière la brutalité judiciaire. Les archives judiciaires sur des papyrus, comme le papyrus judiciaire de Turin, notent que les femmes associées aux gardes du palais ou aux conspirateurs subissaient des coups publics et des mutilations. Cette affaire illustre les répercussions sévères auxquelles les femmes étaient confrontées pour des transgressions morales, qu'elles soient réelles ou imaginaires, en particulier dans les sphères royales et politiques. La flagellation publique servait un but au-delà de la justice. C'était un moyen d'imposer le contrôle et de maintenir des frontières sociétales que les femmes étaient interdites de franchir. Ce spectacle sinistre garantissait que les spectateurs se souviendraient des conséquences sévères de la désobéissance, avec des sentences immédiates et une honte durable. Bien que les structures en pierre des temples d'Égypte perdurent, les cris de ces femmes se sont depuis longtemps évaporés dans les sables. La punition du coup de nez pour adultère était l'une des répercussions les plus sévères du droit égyptien ancien, appliqué en particulier aux femmes des cours royales ou des familles nobles, souvent sur la base d'accusations ou de soupçons. Cet acte n'était pas seulement punitif, mais aussi symbolique, modifiant de manière permanente l'apparence d'une personne comme un signe public de sa prétendue culpabilité. Cette pratique n'était pas courante parmi la population générale. Elle était réservée aux cas politiquement significatifs où le déshonneur perçu d'une femme affectait les statuts sociaux et dynastiques. L'objectif dans ces instances allait au-delà de la justice pour imposer une honte durable. Les archives de la période tardive révèlent que la mutilation, en particulier les défigurations faciales, était infligée aux femmes qui enfreignaient les normes de conduite et de moralité acceptées. Bien que les documents juridiques formels manquent souvent de descriptions détaillées de ces punitions, la littérature égyptienne et les récits des cultures voisines offrent des aperçus sur leur brutalité. Le chronique démotique, un document égyptien ancien de la période perse, raconte comment certains pharaons ont été condamnés pour leur forme brutale de justice, y compris le coupure de nez et d'oreilles, tant chez les femmes que chez les hommes. Bien qu'il présente une critique, le texte met également en lumière
la réalité historique de ces mutilations, en tant que punition sanctionnée par le gouvernement. Dans l'Égypte ancienne, perdre son nez signifiait plus qu'une simple défiguration. C'était une marque visible d'impureté et de manque de fiabilité, rendant une femme socialement morte. Étant donné l'importance du visage dans l'art égyptien et les croyances religieuses, maintenir l'intégrité faciale était crucial pour la reconnaissance dans l'au-delà. Par conséquent, la mutilation infligeait des répercussions spirituelles qui s'étendaient bien au-delà de la souffrance physique. Dans les foyers d'élite, où la lignée et l'héritage revêtaient une immense importance, une femme soupçonnée de compromettre la pureté du sang pouvait faire face à une grande humiliation plutôt qu'à l'exécution. L'acte de lui couper le nez l'isolait, non seulement de la société et de sa famille, mais coupait également ses liens avec l'éternité. Des récits historiques provenant de civilisations voisines, comme la Syrie et la Perse, indiquent, tel la Bromach-Hollands, que la coupure de nez en tant que forme de punition pour des manquements moraux n'était pas exclusive à l'Égypte. Cependant, son utilisation peu fréquente dans la culture égyptienne souligne sa fonction en tant que punition hautement symbolique réservée aux infractions graves, visant à garantir une honte permanente et publique. Une femme portant une telle marque aurait du mal à se remarier, serait exclue du service au temple et risquerait de sombrer dans l'obscurité, sa défiguration étant un rappel constant de sa prétendue culpabilité. La punition était irréversible et n'offrait aucune chance de rédemption, seulement un silence imposé. De cette manière, la société égyptienne ancienne s'assurait que les violations définitives étaient inscrites sur le corps, plutôt que dans des mots écrits. L'enterrement vivant était une punition brutale imposée par les pharaons pour des actes de trahison royale. Dans l'Égypte ancienne, le pharaon représentait plus qu'un simple monarque. Il était perçu comme l'incarnation de la volonté divine. Par conséquent, la trahison était considérée non seulement comme un acte politique, mais aussi comme une violation spirituelle profonde. Lorsque des femmes, en particulier celles du palais, tramaient contre le souverain, leur punition était destinée à être à la fois définitive et inoubliable. L'une des peines les plus horrifiantes était l'enterrement vivant. Cette punition extrême n'était pas fréquemment appliquée. Elle était réservée à la rare et odieuse crime de trahison commise par une femme de lignée royale. Vers 1155, avait prédit J.C., une faction conspiratrice au sein de la cour royale a planifié d'assassiner Ramsès III et d'installer Pentaweret, le fils d'une épouse secondaire, sur le trône. La reine Tillé, et non la grande épouse royale, était impliquée dans le complot, qui impliquait des serviteurs, des scribes et des femmes du harem, beaucoup motivés par des promesses de richesse ou de vengeance. Cependant, la conspiration a été découverte, conduisant à l'une des enquêtes criminelles les plus approfondies de l'histoire égyptienne. Le papyrus judiciaire de Turin préserve des détails indiquant que plus de 40 individus ont été jugés par un tribunal spécial. Les conspiratrices faisaient face à des punitions brutalement sévères, alors que les participants masculins étaient exécutés, certains par suicide et d'autres par des meurtres forcés. Les peines pour plusieurs femmes royales étaient distinctes. Le tribunal ordonna que certaines femmes soient emmenées dans un endroit et laissées là. Une phrase interprétée par les égyptologues comme signifiant « enterrement vivant », une méthode d'exécution caractérisée par l'isolement, l'absence de sang versé et le silence. Cette approche contournait la violence sacrilège envers les femmes de statut royal, tout en assurant leur lente et certaine disparition sous les sables. Elles ne recevaient ni tombe, ni rite funéraire.
Dans une culture profondément axée sur l'au-delà, où naviguer dans l'autre monde était essentiel pour chaque âme, mourir sans rite funéraire, ou, pire encore, être enterré vivant, signifiait être privé de la vie éternelle. Cette punition menaçait fondamentalement les croyances égyptiennes. Sans momification appropriée et rituelle, l'âme ne pouvait pas se réunir avec son corps ni affronter Osiris, ce qui la rendait incapable de survivre. Pour ces femmes, la mort représentait non seulement une fin physique, mais aussi une annihilation spirituelle complète. Ainsi, elles étaient conduites, tout en étant encore vivantes, vers le dessert ou les catacombes près du palais. Enfouies sous la terre ou dissimulées dans des puits cachés, elles disparaissaient de l'histoire. Dans l'Égypte ancienne, trahir le pharaon équivalait à défier l'ordre divin. La punition visait non seulement à mettre fin à la vie, mais aussi à l'effacer de la mémoire, de l'héritage et du royaume éternel auquel chaque Égyptien aspirait à réintégrer. L'exil dans le désert aride de Rhinocolura est devenu une punition à la fois plus durable que l'exécution et plus dégradante que la mutilation publique. Ce bannissement forcé aux confins éloignés de la civilisation était symbolisé par Rhinocolura, qui, dans l'Antiquité, était reconnu comme un lieu de désespoir, de défiguration et de mort progressive. Rhinocolura, situé le long de la côte du Sinaï, près de l'actuelle frontière entre Gaza et l'Égypte, avait une réputation sombre. Son nom, dérivant des mots grecs pour « nez », rhino, et coupé, colura, était censé faire référence aux exilés mutilés qui avaient eu le nez tranché avant d'être bannis. Bien que la ville soit finalement passée sous le contrôle perse et hellénistique, sa fonction en tant que site d'exil remonte probablement à la période tardive, caractérisée par une instabilité interne croissante et une influence étrangère. Bien que les documents égyptiens sur Rhinocolura soient limités, plusieurs auteurs classiques, tels que Diodore de Sicile et Strabon, l'identifient comme une colonie pénale. Diodore note que les individus condamnés pour des crimes, en particulier la trahison, y étaient envoyés après avoir été mutilés, forcés de vivre aux marges de la société. Cela incluait à la fois des hommes et des femmes dont les infractions les rendaient indésirables en Égypte, mais dont l'exécution aurait été politiquement controversée. Les femmes condamnées à Rhinocolura étaient souvent affiliées au palais, servantes, prêtresses ou épouses secondaires impliquées dans des conspirations ou des actes de déloyauté. Bien que les textes juridiques égyptiens anciens spécifient rarement cette punition, le résultat était indiscutable. L'exil équivalait à une mort vivante. Dépossédées de leur nom, de leur famille et de leurs rites funéraires, ces femmes étaient chassées de la terre du Nil vers un désert où la survie était incertaine et l'obscurité les attendait. La vie à Rhinocolura était brutale. La colonie était située sur une terre aride et stérile, entourée de dunes de sable et de marais salants. La nourriture était limitée et les sources d'eau peu fiables. Les exilés étaient marqués non seulement par leurs infractions, mais aussi par des mutilations physiques. Un nez tranché servait de rappel visible et permanent de la honte que nul voile ou temps ne pouvait dissimuler. Contrairement à la mort, l'exil était destiné à être durable, n'offrant ni clôture, ni sépulture, ni chance de retour. Une femme bannie à Rhinocolura ne reviendrait jamais chez elle. Son nom serait retiré des registres familiaux et son image serait taillée des murs des tombes. Dans une culture profondément préoccupée par la mémoire et la permanence, le sort le plus terrible auquel elle faisait face était d'être oubliée. Les punitions les plus sévères d'Égypte
la flagellation, la coupe du nez, l'enterrement vivant et l'exil dans le désert démontraient un pouvoir qui nuisait à la fois au corps et à l'esprit. Ces pratiques rappellent à travers les générations le danger qui surgit lorsque la justice se transforme en spectacle. Quelle déclaration a résonné le plus profondément au sein de la société égyptienne? Partagez vos réflexions ci-dessous. Après avoir coupé leur nez, ils les établirent dans une colonie à la lisière du désert. Théodore de Sicile